écoutez, je suis très heureux d'avoir cette occasion d'échanger autour du branchébus. Je trouve que c'est une initiative absolument formidable qui est très dans l'esprit de ce que j'ai appris de la gestion de crise et essayé de transmettre à mes étudiants à HEC. C'est que la crise, d'abord, l'anagramme chinois du mot crise, c'est un anagramme qui dit deux choses, qui dit danger et opportunité. Voilà. La crise, c'est toujours cela. C'est la catharsis en grec et en chinois, c'est la crise et l'opportunité. Il y a une crise absolument majeure que traverse à la fois notre pays, notre économie, notre système sanitaire. Et c'est une crise qui a pris beaucoup de monde, et notamment l'hôpital public, au dépourvu. L'hôpital public, le gouvernement a été pris au dépourvu avec cette crise lors de l'épisode, on va dire, de la première vague. A dû se tomber et retrouver des réflexes anciens qui étaient, on va dire, des réflexes de centralisme, de jacobinisme, on sait mieux décider d'en haut ce qui doit être sur le terrain. Et je crois que nous en avons tous vu. Nous, ce sont les citoyens, les chefs d'entreprise, les médecins, les patients. Nous en avons tous vu les limites. Là, aujourd'hui, il y a une très belle opportunité à saisir par l'hôpital public, mais à saisir aussi par les médecins privés, les chirurgiens, les libéraux, pour transformer cette crise, qui est un vrai danger pour nous, pour les patients, la transformer en opportunité, en occasion à saisir. Je vais vous dire un mot d'un sujet que je connais bien, que je connais mieux que la chirurgie et la médecine. Je vais vous parler d'un sujet que je connais bien, qui est moi. Non, très rapidement, pourquoi le groupe Branchet m'a sollicité, c'est que il y a quelques années, j'étais venu intervenir pour leur présenter mes 10 commandements de gestion de la crise. Quels sont les commandements à suivre lorsqu'une crise majeure intervient? Ces commandements, je les ai pas sortis d'un chapeau. Je les ai sortis d'abord de mon expérience de conseiller de dirigeants d'entreprise, de familles industrielles. J'ai conseillé sur leurs stratégies, leurs investissements et justement dans les moments de bascule. C'est un petit peu ma spécialité. J'étais analyste financier au début des années 2000 et j'ai eu la chance d'anticiper le crack Internet, la crise des subprimes. Donc voilà, si j'ai une spécialité, c'est d'anticiper et de gérer les situations de crise dans le monde économique. J'en ai fait un cours à HEC pendant 3 ans où je faisais intervenir des dirigeants de grandes entreprises qui avaient été confrontés à des crises vitales, à des crises mortelles, mais aussi des dirigeants politiques, des chefs militaires sur what does it take, de quoi a-t-on besoin lorsque la vie de l'entreprise, du groupe, du corps est en danger. Dans ce registre, je crois que les chirurgiens, parmi les chirurgiens qui constituent l'audience, vous savez très bien et bien mieux que moi et bien mieux qu'un chef d'entreprise ce que cela veut dire que d'engager une opération où il y a un risque vital. Donc je serai très modeste là-dessus. Simplement, ce qui je crois est intéressant et que j'aimerais partager avec vous, c'est que dans ces cours, que ce soit les chefs militaires, les dirigeants politiques, les chefs d'entreprise qui ont traversé des formes de near-death experience, de couloir de la mort économique ou de la mort militaire ou de la mort institutionnelle, eh bien, en fait, on retrouve assez souvent les mêmes commandements, les mêmes réflexes, les mêmes attitudes à poser pour non seulement survivre à la crise, mais en sortir plus fort.
Alors, après ce long dégagement, je vous propose de les décliner, ces 10 commandements, et en ayant bien en tête, bien sûr, l'initiative que vous allez avoir dans les prochains jours, les prochaines semaines, de ce brancher bus, pour voir ce qui peut être entrepris ensemble. Quand je dis ensemble, c'est non seulement vos équipes de plateau, mais le système privé et le système public. Alors, le premier commandement, c'est pas le plus compliqué à dire, mais c'est celui qui prend le plus de temps à forger. Le premier commandement, c'est d'être prêt. Voilà. Alors, vous allez vous dire, mais merci, monsieur le consultant, de nous dire d'être prêt pour une crise. Oui, mais en fait, c'est très profond. On voit d'ailleurs à quel point notre pays, la France, est en train de payer au prix cher son impréparation avec la crise qui vient d'arriver. L'impréparation, le fait de ne pas être prêt, et c'est pas uniquement une question de masque disponible, c'est une question d'organisation, c'est une question de culture. Il y a des organisations, des cultures qui se construisent pour être prêtes le cas où, pour être prêtes le jour où quelque chose de grave a lieu. Être prêt pour une entreprise, c'est un trésor de guerre, c'est avoir des disponibilités pour affronter. Et quand on dit trésor de guerre, c'est à la fois un trésor pour tenir un siège, avoir de quoi tenir un siège, avoir de quoi tenir dans la durée, et puis pour faire la guerre. Si les entreprises que je vois autour de moi, certaines que je peux conseiller, je vois celles qui sont en train de s'engloutir dans la crise en se disant qu'est-ce qui nous arrive, demain est incertain, et les autres qui disent écoutez, on va voir de quoi demain sera fait, mais en attendant, j'avance, je rachète mon concurrent qui est plus mal que moi, je prends des paris, je prends des et ça c'est vraiment c'est une culture, il faut l'avoir ou pas. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, et ça, je pense que vous l'avez vécu, vous le vivez comme chirurgien, comme médecin, comme infirmière au quotidien, c'est dire la vérité. Alors, dire la vérité, c'est pour mon cours pour l'entreprise, c'est dire la vérité à tous les stakeholders, à toutes les parties prenantes. Quand il y a le feu à l'entreprise, quand il y a on ne tait pas la vérité, on ne l'atténue pas. La vérité, c'est une publicité du New York Times. Alors je suis administrateur du Monde, donc je travaille beaucoup avec le New York Times et le New York Times, ils ont eu une très violente campagne contre eux par le président des États-Unis qui était Donald Trump. The truth is hard, but it's the truth. La vérité est dure, elle est parfois dure à entendre, elle est dure à chercher, mais c'est la vérité. Et rien ne se construit en dehors des réalités, comme disait le général de Gaulle. Pourquoi dire la vérité à ces parties prenantes? Et pour vous, médecins, pour vous, infirmières, pour vous, personnel soignant, dire la vérité, c'est dire, par exemple, écoutez, je vais vous opérer dans des conditions qui ne sont pas aussi simples qu'elles pouvaient l'être il y a quelques mois ou l'an dernier. Mais je dois vous opérer. Parce que si on ne vous opère pas aujourd'hui, si on reporte dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, et dans un temps qui n'est pas dans ma main, eh bien, là, vous avez un risque de paralysie, un risque vital. Il faut dire la vérité. Pourquoi rien ne se construit en dehors des réalités, mais aussi notamment dans les entreprises, les organisations. Vous ne pouvez pas faire partager le sentiment d'urgence à vos salariés, à vos actionnaires. Vous ne pouvez pas les aider à prendre des mesures difficiles si ils ou elles ne sont pas au courant. Donc voilà, dire la vérité. C'est là-dessus que vous pouvez rebondir. Ensuite, alors ça c'est un de mes commandements préférés, absorber la peur. Alors, je demandais à mes étudiants, je leur disais quand ils allaient voir les chefs militaires, les chefs d'entreprise qui venaient dans mes cours, je disais, posez-leur toujours une question, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur? Et si jamais le chef d'entreprise vous dit, non, moi, même pas peur, je ne connais pas la peur,
eh bien, vous pouvez dire qu'il vous raconte des histoires ou alors qu'il est dangereux. Il n'y a rien de plus humain, il n'y a rien de plus naturel que d'avoir peur. C'est un sentiment très puissant, très profond. Simplement, la façon dont on réagit à ce sentiment fait que vous allez être une personne en responsabilité ou que vous risquez de vous faire écraser par la crise. Je vous donne plusieurs exemples. Un exemple connu, c'est la peur du torero. Le torero qui n'a pas peur, c'est le torero à qui il va arriver des problèmes parce qu'il n'a pas conscience du danger qui est en face de lui. Un autre exemple qui parlera notamment soit au chef d'entreprise, mais au chef de famille, chef de sa propre vie, Nelson Mandela. Nelson Mandela est dans un avion avec c'est un petit avion avec un petit groupe, un biréacteur. Bim, l'un des deux réacteurs se tombe, voilà, se casse la figure, il n'y a plus qu'un réacteur. Panique à bord. Panique à bord, les gens commencent à crier, hurler, en venir quasiment aux mains. Et Nelson Mandela est confortablement assis en train de lire son livre, de lire un livre. Et voyant cela, l'équipage, les gens se disent, bon, c'est que tout doit bien aller, et tout le monde de se rasseoir et tranquillement de reprendre une activité normale. L'avion finit par atterrir plus ou moins bien, mais en tout cas, il atterrit et tout le monde est sain et sauf. Et il y avait à côté de Nelson Mandela, il y avait une journaliste qui lui a demandé, mais Monsieur Mandela, vous aviez pas peur tout à l'heure? Et Mandela l'a regardé, I was scared to death. J'avais une peur bleue. Mais simplement, à ce moment-là, comme je ne suis pas pilote, la seule chose que je pouvais faire pour ramener le calme à bord et la crise à bord risquait de faire quelque chose de grave, c'était de montrer que j'étais en commande, tranquille, et qu'il ne pouvait rien nous arriver. Voilà, c'est ça, c'est l'absorption de la peur. Cette crise, aujourd'hui, cette épidémie peut légitimement nous faire peur, que ce soit l'épidémie d'islamisme, de terrorisme, il faut l'ingérer. Il y avait une vieille publicité du groupe Michelin, c'est le pneu Michelin boit l'obstacle. Voilà, on ingère la peur et quand on l'absorbe et quand on est en responsabilité, on montre sa sérénité, son calme parce qu'il est contagieux. Et c'est de cela, c'est de cette contagion-là dont les gens ont besoin aujourd'hui, et notamment les personnes sous votre responsabilité. Quatrième commandement, je veux pas être trop long, mais c'est faire l'unité partout, tout de suite. La crise, c'est le temps des trahisons, c'est le temps des séparations, c'est le temps des break-ups. Je ne veux pas aller sur des statistiques désagréables de l'explosion du nombre de divorces pendant le confinement mais je crois que c'est une réalité, en tout cas que disent les avocats. Quand arrive une crise, l'organisation, quelle qu'elle soit, elle est testée. Elle est testée dans son unité. Quand vous avez un raid boursier contre vous, quand tout d'un coup les choses se mettent à aller mal, eh bien, vous avez les forces centrifuges qui se mettent en mouvement et vous avez les uns qui veulent faire sécession, les autres qui n'y croient plus, les autres. Voilà. Donc, faire l'unité partout, tout de suite. Et ça, c'est dans vos métiers, c'est absolument vital. Je crois que c'est l'unité de vos équipes d'abord, les anesthésistes, réanimateurs, les infirmières, les chirurgiens, c'est vraiment tout le plateau, tout le bloc. Mais aussi, si vous me permettez, c'est l'occasion, cette crise. Et c'est vrai qu'il y a un partenaire qui est pas simple en face, mais c'est de faire l'unité avec davantage avec l'hôpital public. C'est de faire en sorte que ce que l'hôpital public a raté, et parfois sur instruction des ARS, du ministère de la Santé, ce que l'hôpital public a raté et qui a créé un éloignement du terrain, le fait que on n'utilisait pas assez les ressources de l'hôpital privé, eh bien créer les conditions pour que cela réussisse cette fois-ci avec cette deuxième vague. De toute façon, la taille de la vague est telle qu'ils n'auront pas le choix. Et faire l'unité partout tout de suite, et s'il y a des risques de dissension,
vous voyez, d'éloignement de l'un, de l'autre. C'est vraiment le moment, au contraire, de coller encore plus. Vous voyez, j'étais hier après-midi, alors je ne donnerai pas son nom, mais avec un officier français, un peu baroudeur, qui a formé les combattantes kurdes. Vous voyez, pendant ces dernières années, et notamment face aux djihadistes à Raqqa et maintenant face à la Turquie. Eh bien, quand dans ces troupes, il y avait des dirigeants, des responsables qui commençaient à vouloir faire sécession, eh ben hop, on ne quitte pas d'une semelle. Sous la tente, 24 heures, H24, faire l'unité partout tout de suite et s'en donner les moyens. Il y a Ernest Shackleton qui a fait un manuel de survie en fait, qui avait un bateau d'exploration en 1913 qui voulait explorer l'Antarctique, en a tiré quelques enseignements, notamment ça. C'est faire l'unité de l'équipe, aller susciter l'unité partout tout de suite, parce que dès qu'on commence à avoir dissension, trahison, la crise est trop forte et elle vous engloutit. Ça, c'était le 4e commandement. Le 5e commandement, c'est choisir l'optimisme. Je pense que si vous faites ce métier d'infirmière, d'anesthésiste, de réanimateur, de chirurgien, c'est parce que vous avez au fond de vous un optimisme sur le fait que les opérations que l'on fait, les actes que l'on pose peuvent permettre de prolonger les vies humaines, d'améliorer les vies. Donc vous avez cela en vous. J'allais dire, nous avons tous cela en nous, et cette forme d'élan vital. Alain Finkielkraut disait je suis pessimiste, mais j'ai un enfant. Voilà, quand bien même on n'arrive pas à le formuler. Choisir l'optimisme, c'est pas voir la vie avec des lunettes roses. Ça, il y a des personnes qui ont des prédispositions à cela. Mais quand on est face à une crise, c'est faire ce choix-là. Je vais prendre les 3 plus grandes figures du XXe siècle pour le monde occidental. Churchill, De Gaulle, Roosevelt. Tous les 3 étaient tout sauf des optimistes de nature. Churchill était un grand dépressif, maniaco-dépressif, qui soignait sa dépression avec l'alcool. Il appelait sa dépression son Black Dog. Bon, voilà pour l'optimisme. Roosevelt est un jeune patricien très bien élu, etc., qui à 39 ans se trouve fauché par une forme de polio, donc a passé le restant de sa vie, et notamment la guerre, assis dans un fauteuil. De Gaulle, je vous passe, De Gaulle avait un sens du tragique, non seulement par la Première Guerre mondiale, mais aussi sa fille Anne de Gaulle qui était handicapée. C'était pas des gens qui voyaient le monde avec des lunettes roses. Et pourtant, chacun à sa façon a incarné l'optimisme, la contagion de l'optimisme. C'est faire le choix raisonné et raisonnable de l'optimisme. Ça va marcher. Et ça, c'est vraiment, s'il ne devait y avoir qu'un seul commandement, ça serait celui-là. C'est au moment d'entreprendre ce que vous allez entreprendre en équipe, dans vos hôpitaux, vos cliniques, c'est choisir l'optimisme, quand bien même le monde entier autour de nous incite au contraire. C'est la seule chose qui fonctionne vraiment. Henry Ford, donc le patron du groupe Ford, le disait assez bien en anglais: Whether you think you can or you think you cannot, you are right. Que vous pensez que vous allez pouvoir y arriver ou que vous n'y arriverez pas, dans les 2 cas, vous avez raison. Eh ben, whether you think you can, you're right. Ensuite, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e commandement, alors il est très économique, mais je pense qu'il peut s'appliquer à vous aussi, c'est chasser le gaspillage. Il y a des spirales de mort quand arrivent les crises économiques. Des spirales de mort, c'est les entreprises qui ne coupent pas assez vite leur base de coûts, et ça risque de les faire plonger. Peut-être appliquer à vos plateaux, à vos équipes, chasser le gaspillage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas beaucoup de gaspillage, je crois savoir, dans vos métiers. Mais dès qu'il y a du superflu, dès qu'il y a je vais pas dire des actes, mais des procédures que l'on peut économiser. À la guerre, vous savez, c'est
c'est le terrain qui dicte, c'est l'urgence du terrain, l'urgence du moment. Donc, il faudrait faire un stage peut-être aux ARS là-dessus, mais chasser le superflu en termes de procédure, en termes d'économie d'actes, et c'est quelque chose qui permet la survie et la prospérité. Le 7e commandement, c'est la thérapie de l'action. Alors ça, c'est un truc particulier. C'est comment dire, c'est un petit peu l'exemple de l'avalanche où il faut, quand l'avalanche tombe, surtout continuer de nager, de bouger, de créer du mouvement, parce que résultat, ça vous créera une bulle d'air et d'oxygène qui vous fera survivre. La thérapie de l'action dans les crises, elle est un peu différente. C'est par exemple Roosevelt. Roosevelt, on peut se dire que entre 1933 et 1945, ça a été une série d'échecs. Il a fait la sécurité sociale, il a fait le New Deal, il a fait les politiques d'infrastructure, et puis ça, finalement, la seule sortie possible, c'était la guerre. Mais c'est surtout, et quand vous êtes en responsabilité, et surtout bouger, prendre des initiatives. Alors, est-ce que je peux dire cela à des médecins, à des anesthésistes, des réanimateurs, des chirurgiens, des infirmières, de tester? Je ne sais pas, parce que vous êtes dans des opérations où on n'est pas là pour tester. Mais en tout cas, l'initiative que vous êtes en train de prendre est poussée par, enfin, invitée à cela par le groupe Branché, je pense qu'elle est intéressante. C'est le pire. Ce qui est pire que tout dans les grandes crises, c'est la paralysie. C'est le phénomène de sidération. C'est la sidération par l'inattendu, la peur, le sol qui se dérobe sous vos pas, et on bouge plus. Alors là, vous vous faites rattraper par la crise et engloutir. Gardez l'initiative, gardez un temps d'avance. Même si ça ne marche pas, au moins vous êtes en mouvement, vous êtes vu en mouvement en train d'essayer, et vos stakeholders ne vous en tiendront pas rigueur. Ils vous tiendraient rigueur d'être sidérés, pantois, en désarroi, et de ne pas tenter quelque chose. Le 8e commandement, c'est se réinventer. Alors ça, vous savez, les entreprises, les consultants en entreprise, ils adorent ça, quoi. Réinventez-vous, disruptez-vous. Ouais, ok. Oui, se réinventer, c'est vrai. C'est une crise, même une crise personnelle, familiale, d'entreprise, la crise d'un pays. C'est l'occasion d'une réinvention. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne passe plus, quelque chose qui ne répond plus. À bien des égards, la crise que nous traversons dans le milieu médical est un révélateur que quelque chose ne passe plus. D'un point de vue personnel, pour moi, c'est le jacobinisme médical qui fait qu'il faudrait attendre les instructions de Paris pour savoir ce qui est bon à faire, à poser comme acte, comme décision de gestion dans une clinique, sur vos plateaux, ce qui est totalement absurde. Se réinventer. Donc il faut réinventer les choses. Et vous allez, avec vos partenaires dans les semaines qui viennent, vous allez réinventer des façons de décider ensemble, de co-décider, non seulement le plateau, mais aussi avec les hôpitaux, se réinventer, mais tout en gardant son ADN. Vous voyez, une entreprise qui aujourd'hui vend des automobiles et ben tiens, il y a plus d'acheteurs, on va se réinventer dans la pharmacie. C'est le désastre assuré. Il faut garder son ADN. Vous me permettrez de vous dire que je ne connais pas chacun de vous évidemment, mais l'ADN d'une fonction médicale, l'ADN d'une personne qui a choisi comme vie et comme vocation de guérir, de soigner, c'est le serment d'Hippocrate. Et à mon avis, vous avez une boussole magnifique dans un monde de plus en plus déboussolé. Vous avez la chance d'avoir une boussole qui a 2 millénaires. On va certainement venir la challenger ici et là, des vues administratives, politiques, des contraintes économiques,
Voilà, gardez votre ADN, et pour moi, il me semble que c'est le serment d'Hippocrate qui doit prévaloir sur tout. Mais je serais heureux d'en débattre. Le neuvième commandement, pardon, je suis un peu long, mais on arrive au bout. Le neuvième commandement, c'est faire un pari sur l'avenir. Euh, Ça, vous voyez, j'ai eu la chance de travailler à New York pendant la crise de 2008-2009, et je conseillais notamment le dirigeant d'une grande banque française qui a vu le plancher s'ouvrir sous ses pas. Et vraiment, il a vu la mort économique de ce qui était une des principales banques au monde. Et donc, si sa banque flanchait, c'était à peu près tout le système financier qui y passait. On s'en souvient plus, mais on a eu de la chance en fait en 2008-2009. Et alors je lui demandais, pardon, je dirais pas son nom, mais c'était une des grandes banques françaises. Je lui demandais, mais comment il a fait pour vivre cette période? C'est très simple. Chaque décision que je posais, c'était pour les 20 prochaines minutes. Donc, vous avez des décisions de trading de marché et les 20 prochaines années. La décision que je pose là, pour ma banque, pour mon entreprise, pour ma clinique, pour mon plateau, euh, faire en sorte que ça se passe bien pour les 20 prochaines minutes, les 20 prochains jours, mais aussi, et ça c'est vraiment le secret des grands chefs de guerre, chefs d'entreprise en temps de crise, c'est cette double temporalité. Hop, je prends la bonne décision pour tout de suite, mais je sais qu'elle sera bonne aussi pour la prochaine génération. C'est pas quelque chose de simple, mais si vous arrivez à la travailler concrètement pour vous, c'est un grand gage d'efficacité. Et puis, bien sûr, c'est le dixième commandement, c'est l'exemplarité du leadership. Vous pouvez pas exiger de vos collaborateurs de baisser des coûts, baisser des salaires, etc. Si vous-même ne donnez pas un exemple parfait dans ce registre. Pardon de prendre uniquement l'exemple du cost cutting parce que c'est le plus simple, mais à l'inverse c'est aussi l'exemplarité du leadership. C'est oui, il faut se confiner. Oui, bien sûr, il y a ça, je le vois au quotidien chez mes clients. Il y a la protection, pardon, je trouve inouïe et que l'on va payer d'un prix incroyable plus tard. La protection du chômage partiel. Ouais, ok, il y a ça. C'est ok. Ouais, il y a le télétravail. Mais si on peut être en capacité de montrer à ces équipes, à toutes ces équipes, qu'on est sur le pont, qu'on prend des risques, qu'on avance, que on sera là demain, que, eh bien, c'est incroyable à quel point cela diffuse dans l'organisation. Voilà, exemplarité du leadership. Et puis alors, je me permets de rajouter un 11e commandement. Ça, c'est un de mes clients qui est dans un secteur qui, j'allais dire, comme le médical, mais c'est pas vrai, mais en tout cas un secteur qui ne connaît pas la crise aujourd'hui et qui l'a choisi un petit peu par hasard, dit I'd rather be lucky than right. Voilà, je préfère avoir de la chance plutôt que d'avoir raison. Bon, le 11e commandement, c'est ayez de la chance. Voilà, ayez de la chance parce que les crises, c'est aussi cela, c'est tomber sur le bon côté et simplement pour sortir de ce fatalisme un petit peu curieux, je vois les personnes qui produisent cette vidéo qui commence à faire la moue et qui sont pas totalement convaincus de son 11e commandement. La chance, c'est un pion, c'est un papillon et le filet pour l'attraper s'appelle le travail. Voilà. Et donc, ayez de la chance, plein succès à vous tous, anesthésistes, réanimateurs, infirmières, chirurgiens, gestionnaires. Vous allez vivre une expérience, je pense, assez unique, qui peut être matricielle et donner un exemple et faire école. Voilà, le système hospitalier public a les limites que vous connaissez. Je pense qu'il n'a pas d'autre choix
que de bien coopérer avec vous, avec le privé. Et donc plein succès à toutes vos équipes pour cela. Et merci au groupe Branchet de m'avoir donné cette occasion de partager quelques convictions de crise. À bientôt.